chaud bouillant. Bonjour, bonjour, bonjour. Me voilà de retour pour des épisodes de Chaud Bouillant. Aujourd'hui, pour le comeback printanier de 2022, je vais recevoir Gabriel de la Fournière, qui est le fondateur d'un projet. En fait, on travaille déjà un petit peu ensemble, qui est le fondateur de Mojo, qui est un projet de sommelier de café en ligne. Gabriel, en fait, dans le cadre du projet, travaille avec différentes torréfactions. Et lui, il a une expérience, il a travaillé pour un exportateur, un trader qui s'appelle Ecom au Mexique. Il a une expérience assez étendue, en fait, sur tout ce qui est trading dans les pays d'origine. Donc je suis assez emballé parce que aujourd'hui, on va un peu parler de tout ça. Donc je vais attendre que Gabriel voit que je suis occupé à diffuser en direct pour ensuite faire une petite demande pour me rejoindre. Euh, Gabriel, si tu es là, salut Malika. Gabriel, si tu es là, donc n'hésite pas à faire une demande pour rejoindre la vidéo en direct et puis on va pouvoir commencer. Euh, En attendant, pour ceux qui se... Ah ben voilà, je vois que Mojo a rejoint la vidéo, donc je vais lui faire un petit coucou et on va ensuite valider. Salut Malika. J'ai vu que tu as mis les notifications pour voir le direct. Alors, Gabriel, donc c'est un peu une première pour nous. Donc normalement, tu as peut-être une petite demande pour rejoindre la vidéo. Voilà, voir la demande. J'accepte. Et... Soundcheck one two. Soundcheck one two. On va peut-être devoir recommencer. La connexion s'est pas faite. Ah, voilà. Bah si, c'est là. Coucou, Nickel. Salut Gabriel. Attends, je vais augmenter un peu le salut. volume parce que je t'entends pas très bien. Et du coup, je parle très fort. Voilà. Allô? Ouais, Ah, tu voilà. m'entends? Nickel. Ouais. Ok, parfait. Ça va? Ouais, impec. C'est cool. Très bien. Écoute, merci en tout cas d'avoir finalement pris l'initiative de relancer un peu les shows bouillants. Et donc là, c'est un peu une première. Moi, j'ai plein de questions à te poser. On a un tout petit peu préparé ce direct et je suis assez impatient. Euh, Ouais, moi aussi, de ouf. Et puis on va tester un petit peu avec les invités futurs comment faire ça à trois en fait, puisqu'on peut maintenant partager l'écran à plusieurs sur Instagram. Donc ça sera une première pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, est-ce que tu pourrais un peu te présenter en quelques mots? Qui es-tu, Gabriel? Qui je suis? Eh bien, je suis nouvellement arrivé en Belgique il y a à peu près 7 mois pour monter mon projet Mojo, donc un sommelier du café pour amateurs de café. Pour le B2B, donc restaurant, hôtel, coworking, mais aussi pour les particuliers. Donc l'idée, c'est en fait de sélectionner les meilleurs torréfacteurs de chaque pays et d'envoyer sous forme d'abonnement ou pas les cafés adaptés à chaque client tous les mois ou tous les 2 mois en fonction des besoins et de la consommation. Et voilà. Et avant d'être en Belgique, j'habitais au Mexique où j'étais donc trader chez Ecom Trading et où je me suis occupé de créer des chaînes d'approvisionnement avec des coopératives, des agriculteurs à la fois tout petits, à la fois très gros. Donc ça, je pense que ça va être des questions que tu me poseras aussi sur quelle est la différence entre des petits et des gros. Et j'ai aussi travaillé aux États-Unis chez un importateur. Donc, je ne connais pas les importateurs en Europe, enfin en tout cas de nom, mais j'ai pas jamais travaillé en Europe chez des importateurs, mais j'ai travaillé aux États-Unis, à San Francisco, chez un importateur de café de spécialité. Donc, j'ai pu voir ce que c'était aussi que, voilà, être à la fois dans les champs, mais aussi de l'autre côté de la barrière, en fait. Cool. Bah oui, et donc comme tu as été trader, j'ai jamais cru que j'aurais un trader dans Chaud Bouillant ou que même je travaillerais avec un trader puisque c'est un peu le mot-clé qui me fait frissonner, mais que tu vas un petit peu peut-être déconstruire pour mieux reconstruire Ouais, aujourd'hui. on peut dire marchand de café si tu veux. Non, mais ça va. Ok, bah du coup, tu as déjà répondu à ma deuxième question. J'ai mes petites notes, hein, évidemment, pour la rentrée. Mais peut-être. Ah oui, j'ai quand même une question. Donc, avec quelle torréfaction tu travailles actuellement dans le projet Mojo en Belgique? Alors en Belgique, je travaille avec Café Nation, Colonel, donc ces deux-là sont à Anvers. Je travaille avec Parlor et je travaille avec Mock aussi. Yes, top. Ok, super. Alors, peut-être la première grosse question que je pose un peu à tout le monde.
Ça va être dur parce qu'il y a beaucoup de questions, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Mais en quelques mots, comment est-ce que tu définirais la différence entre le café de commodité et le café de spécialité? En trois mots. Alors, est-ce qu'on garderait pas cette question pour la fin? Oui, c'est ça. Mais de toute façon, la fin, ça va pas aller non plus parce que je suis sûr qu'on n'aura pas assez de temps. Non, mais si tu devais essayer de faire l'exercice, parce que je sais que c'est un sujet très vaste, mais vraiment, si tu devais pointer quelques différences entre les deux, finalement, qu'est-ce que ça pourrait être selon toi? Parce que je sais qu'on en avait parlé et que tu avais une approche qui était très différente de ce que je prône. Donc, je trouve ça intéressant que tu nous expliques en quelques mots. Bah, moi, j'ai une approche du café de spécialité qui est assez inclusive parce que, enfin, je pense qu'on on va pouvoir en parler beaucoup pendant la discussion, mais euh, le café de spécialité, c'est ce qui rapporte le plus aux producteurs. Et donc, pour moi, plus on peut définir un café comme café de spécialité, plus on va apporter de la richesse dans le pays qui produit le café. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important parce que s'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de café. Donc voilà, donc dans 15 ans, qui va produire du café? Qu'est-ce qui va se passer avec les nouvelles générations? Qui va investir dans les recherches sur les nouvelles variétés, etc. Donc pour moi, le café de spécialité, je suis un peu la ligne de la SCA, qui est que c'est un café qui est au-delà de 80 ou 80, et c'est surtout un café qui doit parler aux consommateurs. Juste une petite anecdote, quand j'étais au Mexique, j'ai vendu du café vraiment de très mauvaise qualité à un torréfacteur qui voulait ce café-là, et il l'a acheté à plus de 3 dollars la livre, ce qui est énorme parce qu'on était à des niveaux de marché où on était, je crois même en dessous de 100, enfin de 100 centimes de dollars par livre, parce qu'il voulait soutenir cette productrice. Et en fait, moi, ça me parle en fait. Je peux considérer ça comme du café spécialité. Alors après, voilà, personnellement, j'achète du café de spécialité parce que je préfère consommer moins de café, mais du bon café. Et évidemment, il y a une partie sensorielle qui est super importante. En plus, je suis Q-grader, donc toutes ces questions de notes aromatiques et de complexité du café sont fondamentales pour moi. Mais voilà, j'ai une approche qui est assez ouais, ouverte par rapport à cette définition-là. Mais du coup, à l'opposé, comment est-ce que du coup tu définirais le café de commodité ou les cafés commerciaux? Puisque si je t'entends, ben voilà, les producteurs ont plus d'argent que les cafés de spécialité. Ça peut Mm. être inclusif, on peut avoir des qualités, je dirais, au-dessus de 80 qu'on paye plus cher. Mais voilà, évidemment, tout le monde produirait ça si c'était possible. Mais du coup, c'est quoi le café de commodité à l'opposé, peut-être? Est-ce qu'on l'oppose déjà? Bah, en fait, déjà, même le café de spécialité, il est indexé sur le cours boursier. Donc, t'as Ah, un attends, donc là, c'est différentiel. très technique. Ok. Parce que pour moi, le café de spécialité, on sort des marchés boursiers, mais j'ai l'impression de comprendre que les low grade specialty, donc 80 jusqu'à 84, on peut Mm. les trouver au prix de la bourse, au prix des marchés boursiers, alors qu'une fois qu'on passe les 84, en général, ça se déconnecte quand même des marchés boursiers. Ouais, c'est vrai, mais en fait, t'as toujours la courbe en fait du prix va suivre la courbe du prix de la bourse de New York pour l'Arabica ou de la bourse de Londres pour le Robusta. Donc, tu as toujours en fait ce différentiel négatif ou positif en fonction des qualités. Mais effectivement, par exemple, si on prend le cas extrême, par exemple, des cafés qui sont à la Cup of Excellence, on est sur de la vente aux enchères, donc on est complètement au-delà, enfin on est complètement sorti du cours boursier, Donc juste, mais ça reste, je t'interromps, mais Cup of Excellence, ouais, c'est donc les concours qu'il y a dans les pays producteurs, où en fait il y a un jury international de Q-graders, donc de gens qui sont habilités à coter les cafés, qui vont remettre des cotes et qui vont en fait permettre d'avoir beaucoup de visibilité à un producteur quand il est classé, je sais pas, dans le top 10 ou je sais pas en fait quels sont les classements dans les Cup of Excellence, mais ça donne beaucoup de visibilité aux producteurs. ouais, Euh, ça donne de la visibilité, ça lui permet en fait de gagner beaucoup d'argent avec un micro-lot qui va choyer pendant toute la récolte, pendant tout le cycle productif. Et, euh, et en fait, c'est tous les efforts qui ont été fournis pendant l'année, mais en réalité, c'est parfois plusieurs années de travail et d'expérimentation qui sont récompensées à ce moment-là, ouais. où, voilà, où le producteur gagne vraiment de l'argent et a une connexion directe avec un torréfacteur ou un importateur. En général, ce sont des Asiatiques.
parce que pour eux, la question de l'exclusivité du lot est très importante. C'est pas vraiment le cas en Europe. Ça l'est un peu aux États-Unis, un peu en Australie, mais c'est vraiment très très marqué au Japon et en Corée du Sud, par exemple. Et ouais, vas-y. Mais du coup, on parlait du prix, de la bourse, etc. Donc, cas Ouais, extrême, Cup of Excellence, on est déconnecté de complètement. l'inspiration des marchés boursiers pour aller aux Ouais, enchères. Du coup, c'est ouais. quoi le business model de ça? C'est qui donne le plus? Ah bah oui, enfin, c'est une vente aux enchères, donc celui qui achète le plus cher gagne le micro-lot. Le micro-lot est emballé sous vide et expédié en général par avion. Donc là, on parle vraiment d'un truc, enfin, Ouais. c'est le Chanel du café, quoi. Mais c'est possible quand même d'avoir du café de spécialité qui est vendu en dehors de l'idée des marchés boursiers, non? Parce que moi, je suis connecté à des torefs qui, eux, me disent, bah, nous, on achète des lots et en fait, on s'en fout du marché boursier. Donc, par exemple, l'augmentation récente du prix de l'Arabica qui a doublé, en fait, en Hmm, gros, sur le marché boursier, ouais. eux n'ont pas été impactés. Ils ont été impactés à cause du prix du shipping qui a augmenté pendant le Covid, horriblement, mais eux Hmm. disaient, voilà, nous, le marché boursier, en fait, ça ne nous impacte pas du tout par rapport à la manière dont on achète nos cafés. Parce que toi, tu me dis, Mais c'est- les marchés de café de spécialité sont connectés au taux boursier, donc j'essaie de voir un petit peu si c'est systématique ou s'il y a de la nuance en fonction de qui Bah, fait parce quoi, en fait. que ouais, mais parce que là tu parles en fait d'un cas particulier, c'est que tu t'adresses à un torréfacteur qui achète directement au producteur. Donc ça c'est du direct trade. Et ça c'est encore très c'est balbutiant en fait. On a peu encore de torréfacteurs qui ont la capacité d'aller en origine, de connaître les torréfacteurs, pardon les Producteur. producteurs et de leur acheter leur production année après année en connaissant leur coût de production. Et en fait, c'est en fonction du coût de production que va être fixé le prix d'achat. Alors que effectivement, c'est un très bon point que tu soulèves, c'est que le marché boursier est extrêmement volatile et c'est pas juste une question d'offre et de demande. Alors bien sûr, tu as le cas du Brésil qui fait que quand il y a des inondations, quand il y a de la sécheresse, ça impacte le cours boursier parce qu'il y a moins de café qui est produit et il y a toujours une demande croissante au niveau international. On pourra en reparler aussi. Tu as ce gros problème logistique qui est lié au Covid et qui est encore très important et qui fait qu'en fait les prix du café à destination sont hyper élevés. Tu as le fait qu'on est dans un marché inflationniste, enfin, voilà, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Mais là, tu parlais du cas du direct trade qui est un petit peu particulier parce qu'il faut que ce soit un torréfacteur qui ait les moyens d'aller en origine, donc c'est billets d'avion, Ouais. contact sur place, connaissance d'un exportateur. Enfin bon, voilà. Mais c'est pas ce que font les petits importateurs aussi, finalement. Tu vois, Alors, ah, ouais, ouais, je alors sais les pas, petits comme Raw importateurs, tu vois. Material, Falcon, Sukafina Specialty, ou Ouais. est-ce que c'est finalement pas ce schéma aussi de sortir de la bourse à plus petite échelle sur vraiment une cellule Ouais. de gros importateurs qui développent une partie specialty? Oui, ouais, ouais, ou Nordic Approach par exemple, Ouais, qui est super aussi là-dessus. Oui, oui, c'est vrai. Mais en fait, tu as plein de modèles différents. C'est un éventail hyper varié de business models qui existent dans cette industrie qui est extrêmement complexe. Et c'est pour ça que c'est assez difficile de répondre à la question qu'est-ce que le café de commodité, le café de specialty? Parce que, en fait, il faut quand même comprendre que le café, c'est une commodité parce que autrefois il y avait une seule qualité et c'était le café, point barre. Et en fait, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on a détaillé en fait avec tout l'apprentissage qu'on a fait sur les notes aromatiques, sur voilà la complexité du café. Et c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui on est un peu perdu entre les deux parce qu'on est sur un modèle économique qui est basé sur la bourse avec les contrats à terme mais d'un autre côté, on a des gens qui sont hyper pointus sur, je sais pas, la fermentation, sur les microlots, etc. Et donc, euh, c'est pour ça, en fait, on est dans une espèce de zone un peu grise sur qu'est-ce que la définition. Ok, je vois ta tête. Ça fait 10 ans que je suis putain, j'essaie dans d'avoir la des zone. réponses, quoi. Merde. Ouais. Euh, mais, ok, mais alors du coup, parce que moi je pensais que ce qu'on appelle vraiment la commodification, c'était justement Hmm. l'entrée du café dans les marchés boursiers, la création de la bourse, ou je ne sais pas quand ça s'est fait exactement, et que c'est comme ça que le café s'est commodifié en fait, alors qu'avant il était acheté finalement comme probablement le specialty coffee le fait, quoi. Des gens
Ouais. goûtaient, même si c'était peut-être pas aussi précis que maintenant, et estimaient pouvoir dépenser autant d'argent pour des lots. Et en fait, les marchés boursiers sont rentrés dans la danse. Et ma question, c'est que j'ai eu quelque chose au bouillon avec des gens qui avaient un langage tellement technique sur Mm. la bourse que moi, je comprenais rien, en fait. Et donc, peut-être la question que j'ai envie de te poser, c'est à qui profite le fait que le café soit dans les marchés boursiers? Est-ce que ça profite à certains producteurs ou est-ce que ça profite aux traders, justement, ou aux exportateurs, aux importateurs, en fait? Parce que moi, on m'a dit une fois, tiens, oui, mais les marchés boursiers, ils protègent, en fait, les producteurs. Mm. Et donc, j'étais un peu genre, OK, mais donc je comprends pas. C'est pas qu'ils protègent, c'est qu'ils donnent une référence en fait. Ils donnent une référence de prix. Mais Alors après, aux qui bouge producteurs ou aux à tout le monde, exportateurs qui vont à sur tout le le terrain monde, acheter? Ouais, mais on à sait tout le bien qu'un monde. des débats, que l'information arrive jusqu'aux producteurs pour qu'ils sachent réellement négocier leur café. C'est ce que fait le Specialty Ouais, Transaction Guide, pardon. ouais. Et on voit bien qu'il y a encore beaucoup de boulot avant que cette information arrive réellement aux producteurs. Donc, techniquement, comment ça se passe alors si tu me dis que ça permet de donner des standards au niveau du prix? Bah, c'est que en fait, t'as un prix d'achat de la livre de café vert qui arrive, enfin tous les jours, si tu veux, tu la suis sur la bourse de New York pour l'Arabica. Ok, ok. Et un transformateur ou un acheteur va envoyer cette information aux producteurs de sa base de données en leur disant, aujourd'hui, on achète à tel prix, vous vendez ou pas? Ok. Et en fait, tous les acheteurs du pays ou de la région vont faire la même chose. Et après, c'est le rôle de cet acheteur-là d'être plus ou moins généreux ou plus ou moins compétitif en fonction des demandes de ses clients. Donc là, on arrive sur des trucs un peu techniques quand Ouais, même, mais ouais, ouais. en fonction des demandes de ses clients, type, je sais pas, Nespresso par exemple. Nespresso va dire, j'ai besoin de tant de containers de cette région-là avant telle date. Et en fonction de tes stocks à toi en tant qu'acheteur, tu vas, euh, tu vas être plus ou moins compétitif par rapport aux autres acheteurs de la région, quoi. Nespresso n'est pas un très bon exemple parce que c'est des clusters, mais Starbucks, non, pas bon exemple non plus. D'autres, des torréfacteurs, Le- d'autres acheteurs. Ok, et du coup, attends, parce que je suis déjà presque à moitié largué. Donc, les acheteurs, ce sont donc des gens qui achètent des conteneurs et qui les revendent. C'est ça quand tu Ou dis les alors, ou acheteurs. alors, oui, ou alors ce sont des torréfacteurs comme Starbucks par exemple. Eux, ils torréfient le café. Ils sont importateurs aussi. Oui, oui, mais ils ont un tel pouvoir qu'ils ont le même pouvoir que des traders qui négocient, qui spéculent un peu sur des conteneurs, en fait, pour répondre à une Hmm. demande. Ouais, ouais, ils ont un département de trading à Lausanne. Mais donc, c'est-à-dire que quoi, il y a une sorte de sport d'essayer d'acheter le conteneur le moins cher, finalement, une coopérative ou un producteur, pour ensuite marger dessus en répondant à la demande par rapport au taux journalier de l'achat de la livre sur les marchés boursiers. Euh, non, je pense pas qu'il faut le voir comme ça. C'est plutôt, tu as une demande par rapport à un profil, si tu es torréfacteur, et ton rôle, c'est que tu dois pouvoir fournir ce profil à tes clients pour qu'ils restent avec toi et qu'ils continuent à t'acheter du café. Donc, Ouais, mais c'est pas un c'est peu pas. dur, parce que le café, c'est organique, ça dépend justement, comme tu disais, de sécheresse, de soleil, Bah, ouais, en fait, c'est pour ça que c'est assez intéressant aussi cette question de café de spécialité parce qu'il y a une dimension que peu de personnes envisagent quand ils en parlent, c'est la sécurité du café en fait. Sécurité du café, c'est tout ce qui est taux d'humidité, activité de l'eau, du grain. En fait, ça, ce sont des paramètres qui permettent de savoir si le café peut se conserver dans le temps. Mhm. Et plus un café est capable de un café vert est capable de se conserver dans le temps, plus on va pouvoir l'utiliser quand on en aura vraiment besoin. Et ça, c'était quelque chose que moi, je mettais beaucoup en avant auprès des producteurs quand j'étais au Mexique, parce que je leur disais, c'est fondamental. Mes acheteurs qui achètent du café de spécialité analysent ça en premier. C'est-à-dire qu'ils vont même pas cuper le café s'ils rentrent pas dans les paramètres. Parce que le coût d'importation, le coût de stockage du café est tel Ouais. que tu peux pas en fait prendre le risque d'avoir dans tes entrepôts du café qui dans 2 mois va perdre en qualité. En fait, parce que entre un 87 et un 85 sur 100, donc ce sont des notes que tu donnes au café,
la différence de prix est énorme, Hmm. en fait, parce que c'est très difficile d'arriver à un 87 ou un 90, tu vois. Donc, on peut pas prendre le risque d'acheter un café très cher et de perdre cette qualité, puisqu'en fait, on va devoir toucher d'autres enfin, d'autres clients et qui ne paieront pas le prix que tu avais envisagé au début. Donc, en fait, tu as aussi une dimension de risque et qui a le risque, en fait? Qui, qui supporte le risque sur ses épaules? Mais ça veut dire que les critères dont tu parles, le taux d'humidité, l'activité de l'eau dans le grain, etc. Donc il y a des gens qui mesurent ça, qui attestent de ça. Donc il y a une sorte de certificat qui dit voilà, on a mesuré ça, 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 ça. Et puis Mm. qui valide, qui contrôle. Enfin, est-ce que on parle pas de label là, on parle d'une information. Est-ce qu'elle est vérifiée, correcte? Comment ça se passe à ce niveau-là? T'as une En idée? fait, quand tu achètes du café en origine, tu vas recevoir du café du producteur et tu vas analyser le taux d'humidité, l'activité de l'eau dans le laboratoire du centre d'achat. C'est ça qui se passe. Donc ça, c'est un premier paramètre que tu rentres dans une base de données. Et puis au moment où tu envoies un échantillon à ton client, euh, lui va faire la même chose. Et donc, il va dire, OK, ça me va, on est bon et tout. Et au moment de l'exportation, une fois que le contrat est fait, c'est réanalysé. Quand le café arrive à destination, c'est analysé à nouveau. Et en fait, ce sont des échantillons représentatifs du lot qui sont analysés. Donc en fait, c'est pas un certificat, c'est à partir d'un échantillon Ouais, je du café, comprends. en Et fait. donc là, c'est vraiment des données, c'est un peu l'équivalent du cupping, mais sur un aspect purement technique, factuel, Exactement. mesuré, scientifique. Ouais. Ok. Ouais, ouais, ça me fait plaisir que tu associes les deux parce que je trouve que les deux sont à mettre sur le même pied d'égalité en fait. Le cupping, c'est la partie sensorielle et ces paramètres techniques sont tout aussi importants parce qu'en fait, ils ont une dimension de risque et une dimension financière qui est super importante. Et ces paramètres, mais est-ce qu'en général, les acheteurs, que ce soit une petite torref qui fait du commerce direct ou un gros groupe qui a des acheteurs, est-ce que on n'a pas tendance à, malgré tout, ne pas associer ces deux types de contrôle? Je te dis ça parce que moi, j'ai jamais l'impression d'avoir travaillé pour des boîtes qui contrôlaient elles-mêmes le taux d'humidité, l'activité de l'eau, etc. Enfin, si, une torref à New York, mais je veux dire, ils étaient obsédés, c'était un tout petit truc et eux, ils utilisaient cette information plutôt pour savoir comment torréfier. Mais en termes de contrôle de qualité, j'ai l'impression qu'on a un peu le camp des Q-graders qui attestent plutôt de l'aspect sensoriel gustatif. Et puis des gens qui sont peut-être pas capables de ça, qui vont plutôt attester d'un aspect purement technique, qui est de dire voilà, on valide ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une rencontre des deux dans une certaine partie du marché? Ah ouais, ouais, dans le high-end specialty américain de la côte ouest à fond. Ok, J'ai jamais vu quelqu'un, un torréfacteur qui n'analysait pas ça. ok. Et donc Donc, la mesurer l'humidité, c'est une machine, tu mets du grain dedans, pouf paf, ça envoie un laser ou je sais pas quoi. ouais, ouais, Ok. exactement. Bah oui, ça mesure le pourcentage d'humidité du grain et l'activité de l'eau. Bon, je sais pas si on est obligé d'en parler, mais c'est très très technique. C'est l'eau qui n'est pas liée intrinsèquement au grain, donc qui va faire que il va s'oxyder plus rapidement. Bon, ouais, voilà. Ouais, ça. Ok. Donc, il vaut mieux moins d'activité de l'eau dans un grain, par exemple. Ouais, Ok. ouais, Mais exactement. si on n'a pas du tout, c'est mauvais Ah ou... bah oui, oui, parce que sinon ce serait un truc sec et Ouais, le ça. café c'est un produit vivant, donc non, non, il faut pas du tout que ce soit sec. Ok. On parle, enfin tu vois par exemple, nous on exportait en café spécialité un taux d'humidité qui était aux alentours de 10%. Pas, voilà, 10,5 c'était bien. Et puis en activité de l'eau, on était à 0,5, 55. Ok. Ouais, c'est très Voilà. technique. Ok, ça va. C'est pour ça. On peut parler d'autre chose. Et au niveau, est-ce qu'il y a des critères de qualité pour les cafés qui rentrent en bourse? Justement, on parle de cet aspect un peu technique de contrôler l'humidité, l'activité de l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui font qu'on a un certain standard de qualité malgré tout dans les marchés boursiers? Je te pose la question parce que en étant en Éthiopie, j'ai quand même réalisé qu'il y avait des qualités qui étaient bien horribles, qui étaient vraiment destinées aux marchés locaux.
ce qui est le Mhm. cas, je pense, dans tous les pays producteurs, en fait. On exporte beaucoup les Ouais, meilleures qualités parce que c'est là qu'on se fait de l'argent. Mais ouais. du coup, est-ce qu'il y a déjà un standard de qualité pour que le café rentre en bourse? Et même chose, qui contrôle ça, qui dicte ça, qui donne l'information à qui? Il y a une qualité bourse de New York. C'est une qualité internationale. Donc, en fait, tous les euh, cuppers du monde entier savent qu'il y a une qualité bourse. Voilà. Donc, ce sont des paramètres. Euh, Enfin, c'est une table, en fait, table d'analyse, comme enfin, voilà, qui correspond à une note sur 100, quoi, comme la note SIA. Ok. Et du coup, mais c'est une note qui est plus favorable à des qualités peut-être moins poussées que dans le specialty, quoi. C'est du high commercial, c'est quand même un café qui est pas dégueulasse du tout. C'est un café correct, Ok. mais on n'est pas sur du café de spécialité. Ouais, ce qui est difficile. Comme on pourrait l'entendre, Ouais. on pourrait l'entendre pour par la SI, par exemple. On n'est Ouais. pas tout à fait sur la même qualité. C'est difficile parce que quand tu dis café correct, bon, moi j'ai l'impression, je veux pas être snob, mais j'ai l'impression que je le deviens quand même à force de boire du café. Et j'ai beau, même dans le specialty ou dans les high commercial, j'ai beau essayer de me convaincre que c'est pas si mauvais que ça, j'arrive pas à avoir autant de plaisir à boire une tasse comme ça qu'une vraie tasse, sans pour autant être sur le meilleur micro-lot de Cup of Excellence, tu vois. Ouais, Mais il y a rien à faire, j'ai l'impression que dès qu'on bascule déjà en dessous de 84, ça peut être compliqué. Ou alors, mm, il faut vraiment être très bon torréfacteur, en fait, pour arriver à tirer quelque chose de correct d'une cote ouais, déjà inférieure. Mais alors, qu'est-ce qui se ouais. passe au café qui passe en dessous des 80%? C'est quoi leur vie, en Bah fait? alors attends, déjà, moi, il y a deux trucs hyper importants. C'est que là, tu parles de l'éducation aussi du palais, qui est quelque chose de fondamental tu, euh, quand tu commences à consommer du café de spécialité. C'est que tu sais analyser la tasse que tu es en train de boire. Et ça, c'est un travail qui prend du temps, puisque tu éduques ton palais en te renseignant, en goûtant des bonnes choses, comme n'importe quelle autre chose. Enfin, on pourrait comparer avec du vin, par exemple. Donc ça, c'est important. Et qu'est-ce qui se passe avec les cafés qui sont en dessous de 80? Bah, ce sont des cafés qui sont après vendus en supermarché, ce sont des cafés qui sont mélangés avec du Robusta. C'est pas le café que tu vas trouver dans un coffee bar à Bruxelles. Ok. J'adore. Sven qui dit en dessous de 80%, c'est pour les stations-service et les administrations. T'as oublié les hôpitaux Euh, dans le lot quand même. Non, mais alors, où est-ce que ça se passe, le fait de grader justement sur cette échelle de la SCA, de grader les cafés, par exemple de ton expérience au Mexique? Comment ça se passe? Parce que est-ce que c'est déjà au niveau des stations de lavage, les gens qui ont les coopératives ou les stations de lavage identifient la qualité des cerises dans un sac? Je raconte n'importe quoi, mais tu me stops. Si un producteur, enfin, un fermier arrive avec un sac de cerises rouges ou un sac de cerises de toutes les couleurs mélangées, est-ce que déjà on le paye différemment sur base de ça? oui, mais alors moi je connais assez bien le Mexique. Au Mexique, les producteurs ont leur propre Équipement. beneficio Ouais. húmedo, donc la partie humide du process de fabrication du café. Ouais. Donc en général, ils vendent du parche, enfin du café Déjà entouré de, transformé, quoi. Ouais. voilà, déjà transformé. Mais ça arrive, il y a des stations de lavage, notamment pour les clusters Nespresso au Mexique. Et effectivement, la qualité de la cerise va être déterminante sur le prix. Et les producteurs font attention quand même à vendre du café où ils vont avoir le meilleur prix. Enfin, c'est logique, quoi, c'est leur business. Quand c'est donc un beneficio seco qui achète le café Parche, euh, bah, tu as une analyse d'un échantillon du lot qui est vendu dans le laboratoire de la station d'achat, enfin du lieu d'achat. Et en fonction de ça, on va lui donner une qualité. Et, et tous les jours, tu as un prix par qualité. Voilà. Attends, donc Qui tous est les jours, tu as donné un prix par. par qualité. Donc pour une qualité fixe, on va dire, le prix peut changer chaque jour en fonction du marché boursier, c'est ça que tu veux dire?
En fonction du marché ou en fonction du besoin de l'acheteur, en Ok. fonction des contrats qu'il a, en fonction de la demande de ses clients, en fonction des pronostics de récolte dans la zone, en fonction du profil, enfin tu vois, en fonction des mélanges qui peuvent être faits. En fait, si tu veux, au Mexique, tu as le Chiapas qui produit à peu près 40% du café. Ensuite, tu as Oaxaca et Veracruz et Puebla. Enfin, c'est les quatre gros États. Après, tu as un peu de café dans le Guerrero et un peu dans l'État de Mexico. Et maintenant, dans le Nayarit. Mais en fait, chaque État et chaque sous-région dans l'État a son profil. Et donc, on fait aussi des mélanges pour correspondre aux besoins des clients. Il y a des clients qui ont besoin d'un café, une qualité mexicaine, type chocolaté, caramel, note de miel. Et ben, on va faire des mélanges aussi en fonction des terroirs en fait du Mexique. Le pays est tellement grand que c'est normal en fait que tu aies ces micro Et ça, c'est qui fait ces mélanges? Du coup, c'est le bénéficiario ou c'est les l'acheteur. producteurs? Ouais, L'acheteur. ouais, c'est le transformateur, Et donc l'acheteur, le attends, quand tu dis transformateur. l'acheteur, Ouais. c'est l'exportateur. Mm. Oui, 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 C'est oui, ça, ok. Donc qui lui ramène ça au oui. dry mill et il fait tout son bazar de screener, d'assembler, de Exact. mélanger. Ouais. Et du coup, de donner plus de valeur ajoutée, enfin, de donner une valeur ajoutée, de la plus-value au grain, quoi. Absolument. Ouais, ouais. Bah oui, parce que lui, son intérêt, c'est que le torréfacteur ou l'importateur continue à lui acheter du café et donc pour ça, tu es obligé de euh, lui vendre la qualité dont il a besoin. Ok. Donc après, c'est toi qui te débrouilles sur le terrain en fonction de ce que tu as. Et un petit producteur, comment il peut un peu lutter avec ça pour être mieux payé, par exemple? Parce que si on lui dit, ah, aujourd'hui j'achète à autant, mais qu'il a besoin de cash, est-ce qu'il a un peu le choix? Ou, tu vois, et puis Alors, quand tu as il cueilli y a tes plusieurs cerises, choses. quand tu as tes cerises, tu peux pas attendre plusieurs jours. Il faut les. Enfin non, toi tu me dis qu'au Mexique c'est déjà en parche. Ah non, mais non, là on parle de cluster. Attends, je suis un peu paumé. Non, 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 non. Les producteurs, même s'ils sont tout petits, ils ont leur tank de fermentation Ok, et ils font eux-mêmes, en fait, ils le font sécher sur le toit de leur maison. Euh, mais il y a plus. Alors, pour répondre à ta question, parce que il y a plusieurs réponses. Déjà, je dirais Cup of Excellence. Le Mexique fait énormément de lobbying, mais positif, pour que les producteurs envoient des échantillons de leur production tous les ans à l'AME Café, qui est donc l'organisme qui analyse les échantillons des producteurs et qui les fait rentrer ou non dans le concours. Donc ça, c'est un premier truc. ok. Moi, chez Ecom, on soutenait énormément ça aussi, puisque Ecom était le transformateur pour la Cup of Excellence. On gagnait pas d'argent avec ça, hein. C'était vraiment juste qu'on voulait aussi permettre aux producteurs mexicains d'entrer dans le monde du café de spécialité. Donc ça, c'est un premier truc. Euh, D'avoir la chance d'avoir un torréfacteur qui va faire du direct trade dans ta région et donc de lui proposer tes échantillons. Ou tout simplement, si ta ferme a le potentiel, si tes variétés ont du potentiel, bah, de faire au mieux pour que ta fermentation soit la plus stable et que tu aies un café d'une bonne qualité et de pouvoir en fait arriver dans les meilleures qualités de prix en fait, enfin dans le haut du panier. Mais quand tu es petit producteur, c'est assez difficile. Et donc, c'est assez difficile parce que c'est dur de négocier avec des exportateurs ou parce que c'est dur d'avoir des réseaux d'achat ou c'est dur de transporter le café. Ok, Tout ça, tout ça, tout ok. ça, les infrastructures, le fait que le café, il faut pas oublier que ça pousse dans les montagnes, donc tu as peut-être deux acheteurs ou trois qui sont dans le coin, mais au-delà d'eux, il n'y a pas grand monde, donc Mm. tu peux pas transporter ton café à l'autre bout de l'État pour le vendre à un meilleur prix et le prix peut changer du jour au lendemain. Enfin, c'est assez compliqué. Et en plus, tu as au Mexique un problème, c'est que dans le sud, en tout cas, au Chiapas, donc 40% de la production, des travailleurs saisonniers viennent du Guatemala. Et avec le Covid, avec la fermeture des frontières, parce qu'il y a aussi beaucoup d'immigration qui transite par le Mexique pour aller aux États-Unis, ça s'est énormément compliqué.
Et le quetzal, qui est la monnaie du Guatemala, était beaucoup plus forte que le peso mexicain. Donc en fait, il y avait de moins en moins de travailleurs guatémaltèques qui voulaient travailler au Mexique. Donc ça crée aussi des problèmes parce que euh, comme c'est un fruit, le café, il faut faire euh, plusieurs picking, enfin il faut le cueillir plusieurs fois dans la saison. Sauf que pour ce faire, il faut que tu puisses payer tes employés saisonniers. Et Mm. déjà, si tu n'en as pas et qu'ils sont très chers, c'est bien compliqué. Donc du coup, est-ce que la qualité reste la même? Ce sont des défis en fait. Et quand tu me dis oui, les cafés cotés en bourse, c'est pas les plus dégueulasses, je sais pas si on peut dire ça, qu'il y a déjà un système de qualité, en tout cas de screening en termes de qualité sur un aspect peut-être plus technique que le cupping, mais quand même, c'est un peu ça Bah, si c'est je du comprends. cupping, c'est du Ah, cupping. C'est juste que tu as une qualité bourse. Voilà, tu as une qualité bourse et qui est en dans dessous de la grille 80% d'analyse ou qui est au-dessus de 80%, ou c'est pas la aux même alentours de 80%. sur Ouais. l'échelle de la SCA, ou c'est une autre échelle qui est Ouais. utilisée pour ça. C'est une autre échelle, mais c'est à peu près une qualité tout petit peu en dessous de 80% SIA, Ok. Et du si tu fais une coup, comparaison. pourquoi est-ce qu'on n'achète pas tous ce genre de qualité alors si c'est pas si mauvais? Parce que c'est pas le café que tu... Bah, parce que tu l'as dit toi-même, toi tu t'aimes pas un Ah oui, café il qui n'est est en pas dessous aussi de bon que. Ok. 84. Et du coup, pour les producteurs, qu'est-ce qui devrait changer en fait pour les aider un petit peu, peut-être à, j'ai presque envie de dire mieux survivre ou en tout cas vivre de la production. Selon ton expérience, qu'est-ce qui devrait être changé? Est-ce qu'il faut donner plus d'importance au marché boursier ou est-ce qu'il faut plus se connecter avec du commerce direct ou est-ce qu'il faut, en tant que consommateur, payer plus cher? Bon, ça, je pense que c'est d'office le cas. Mais Hmm. bon, est-ce que tu me confirmes que l'industrie elle est quand même malade en fait et qu'est-ce qu'il y aurait moyen de faire selon toi euh, au niveau de l'origine, au niveau des filières d'achat, voilà, pour mieux valoriser en fait les producteurs. Parce que tu me disais qu'en fait, il y a des régions où les jeunes ils veulent plus cultiver de café, quoi. Donc au Mexique, il y aura bientôt plus de gens qui vont produire du café. Ça continue comme ça parce qu'en fait, on abuse beaucoup trop. Mais Ouais. qu'est-ce qui pourrait se passer selon toi pour un peu changer cette situation? Bah, je pense que le fait de comprendre pourquoi il faut payer plus cher son café quand il est bon, ça, c'est une première étape. Donc c'est notre rôle à nous en tant que consommateurs de café en pays euh, importateur. Donc ça c'est une première étape. Le rôle des torréfacteurs euh, de créer une chaîne d'approvisionnement saine et viable avec les producteurs. Donc soit avec une chaîne d'approvisionnement plus courte, soit en faisant du direct trade. Euh, ouais, enfin c'est en valorisant le bon café. Moi je pense que le café spécialité sera et une des réponses à la crise de l'industrie aujourd'hui, n'est pas seulement liée au manque d'intérêt de la jeune génération pour cultiver du café parce que c'est dur, il pleut, c'est trop instable, il n'y a pas de reconnaissance et tout. Euh, euh, et puis, si tu veux, il y a aussi un autre truc, c'est que tu as le réchauffement climatique qui fait qu'il y a de moins en moins de surface qui est propice à la culture du café, puisque au Hmm. bout d'un moment, on peut plus monter dans les montagnes. Il y a de plus en plus de maladies qui arrivent, enfin qui montent avec le réchauffement climatique. Donc, tu as eu la rouille, par exemple, en Amérique latine, qui a décimé enfin, des milliers d'hectares d'exploitation. Euh, donc ça, c'est un problème parce que qui investit dans la recherche? Et en Hmm. fait, le truc, c'est que ceux qui investissent, ce sont les privés, ce sont les gros traders, des gros torréfacteurs comme Starbucks qui réinjectent en fait des millions dans la recherche et développement avec des organismes publics, hein, comme le CIRAD par exemple au Nicaragua, pour trouver en fait des variétés qui vont être résistantes à ces maladies-là. Et la question en fait, c'est ok, on peut dire que le privé c'est mal, que les torréfacteurs ils abusent et tout, mais en fait ils ont aussi un intérêt à ce qu'il y ait toujours du café qui soit produit parce que tout le business model est construit sur bah, le grain. Donc si tu n'as pas euh, d'investissement public, c'est compliqué. Et alors tu vois par exemple au Honduras, il y a
une politique qui a été très agressive pour justement valoriser la culture du café avec des infrastructures, des écoles de cupping. Et en fait, aujourd'hui, c'est un pays qui se porte très bien par rapport à la culture du café et l'avenir est radieux en fait pour eux parce que les jeunes ont envie de produire. Les jeunes sont accompagnés. Il y a des concours qui sont organisés avec des ventes aux enchères parce que tu n'as pas que la Cup of Excellence, tu en as d'autres aussi. Tu as aussi des ventes aux enchères privées. Je sais par exemple que, alors c'est pas Royal Coffee, mais bon bref, tu en as plein qui organisent avec leur base de clients un Origin Trip où à la fin, on a une vente aux enchères et c'est des prix délirants et c'est super bien fait, c'est à l'américaine et tout. Ah, Et waouh. ça, je pense que c'est une réponse en fait. Alors évidemment, c'est un échantillon, c'est une goutte d'eau dans un océan de complexité. Et puis en plus, là, je te parle de ce que je connais en Amérique du Nord, Amérique centrale, mais en Afrique, c'est d'autres problématiques que je connais pas bien du tout. Mais voilà, enfin, c'est toujours un peu compliqué d'avoir une réponse claire parce que le sujet est vaste et les histoires de chaque pays enfin, ont une importance aussi par rapport à ça. Mm. Je parle par exemple de la corruption, du niveau de corruption, euh, de l'engagement du pays pour l'agriculture du café. Enfin, c'est assez compliqué Mm, mm, mm. d'avoir une réponse claire, mais j'espère que je peux répondre un peu, mais je suis pas sûr. Non, mais voilà, en fait, c'est marrant parce que au plus je parle de ce genre de choses, et j'ai eu le même cours en Éthiopie, au moins j'ai donné une réponse claire. Déjà que j'en avais pas au début, mais je me rends compte qu'en plus, chaque pays a un peu sa configuration. Les configurations sont, comme tu le disais, très différentes aux Amériques qu'en Afrique, qu'en Asie. Hmm. Et donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en compte aussi, mais c'est un peu frustrant parce qu'on se rend compte que c'est quand même toujours le producteur qui m'offre un petit peu au bout du compte, sans vouloir être Oui, très stigmatisant, mais enfin, c'est quand même un petit peu l'équation qui revient malgré tout. mais Mais tu sais, il y a aussi autre chose, c'est que on pourrait dire, là, on pourrait parler un peu de la différence entre les gros exploitants, donc qui ont des énormes exploitations avec des centaines, des milliers d'hectares de café, euh, et eux, ce sont ceux qui font de la recherche, qui font de l'innovation, qui ont la capacité d'aller rencontrer des torréfacteurs, la capacité d'aller aux expliquer, euh, qui peuvent faire tout ça eux-mêmes en général, ont un business parallèle, en fait, de l'immobilier en général. Parce que le café en tant que tel n'est pas une, Une denrée assez rentable. ouais, une culture assez stable, assez rentable pour faire des plans. Mais c'est terrible, hein, mais Ouais. c'est vraiment le cas. Euh, alors, quand tu disais oui, il faut développer des filières plus saines ou peut-être plus courtes, est-ce que c'est facile à faire en fait, de savoir à qui on achète réellement, qui fait quel travail, combien touche quelqu'un qui récolte des cerises par exemple? Est-ce que c'est des choses qu'on peut savoir réellement ou ça reste compliqué? Bah oui, bah, en fait, tu peux le savoir. Si tu es torréfacteur, par exemple, à Bruxelles, tu peux déjà te plugger avec un importateur que tu connais et que tu crois. Donc, je prends le cas, par exemple, de Nordic Approach. Et donc, ce sont des gens qui ont cette éthique. Tu sais, la réputation dans ce business est hyper importante. Donc, ils ont cette éthique sur déjà un bon sourcing et aussi sur le partage de l'information. Et eux, à leur tour, ils vont aussi aller en origine, faire leur boulot de savoir à combien le café a été acheté tel jour. C'est le Farm Gate Price. Et ils vont en fait poser ces questions-là à l'exportateur ou au transformateur parce que, encore une fois, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir, toi, quand tu es exportateur, continuer à garder ce client-là, à garder Mhm. Nordic Approach comme client. Donc tu vas en fait fournir l'information et tu vas la demander au producteur et en fait tu peux créer cette chaîne de transparence. Parce qu'en fait là, la question que tu poses c'est transparence, traçabilité, qui est un thème, enfin qui sont deux thèmes assez intéressants. La transparence, c'est le prix. Et en fait, l'information du prix, tu peux l'avoir. Aussi,
parce qu'il y a le marché boursier. Parce que tu sais que le jour où le contrat a été fait avec le producteur, le marché était à tel niveau, donc il était à combien ton différentiel, et donc tu l'as acheté à combien le parche, tu vois. Mais est-ce que, alors ça, tu parles de transparence, mais alors est-ce qu'au niveau de la traçabilité, on a autant de traçabilité dans les marchés boursiers? Bah, en fait, ce que je veux dire, c'est que si tu la demandes et si tu fais le travail de la demander et d'avoir les bons interlocuteurs aux différentes étapes de la chaîne, tu peux avoir cette transparence. Ok, parce que moi j'avais quand même cette idée, peut-être cliché, de penser que comme sur les marchés boursiers, on blende de partout, de régions, Oui, ou oui, alors peut-être, c'est blendé après, mais ouais, ouais, ouais. ok, peut-être que tu blends de partout, mais tu as un contrat d'achat et un contrat de vente. Oui, Tu as donc un si tu contrat creuses, tu entre sais, deux personnes. Oui, ouais. bien sûr, Mais alors bien pourquoi sûr. on dit toujours que les cafés de commodité sont pas des cafés traçables? Mais parce qu'il n'y a pas ce travail il n'y a pas cette éthique d'avoir accès à ça demande beaucoup d'efforts en fait. Il faut Ouais. créer cette relation de confiance et il faut avoir, si tu veux, à toutes les étapes de la chaîne, et il y a un nombre incalculable d'étapes, on va pas faire toute la liste, qui, euh, il faut que tu aies quelqu'un qui soit picky à tous les moments de la chaîne pour te fournir cette information-là. Et à Hmm. la fin, toi en tant que torréfacteur ou toi en tant que client, bah, tu vas avoir la grille et tu vas savoir à combien il a été acheté et à combien il a été vendu. Et en fait, ça, tu l'as dans le Transaction Transparency Guide de Chad. Ouais. Ok. Dis Et alors la j'ai SIA aussi fait ce travail-là, pardon. ouais, et donc j'ai une autre question, enfin j'ai encore deux autres questions. Bon, je challenge un peu, mais tu vois, en tant que consommateur, c'est pas évident de savoir ce qu'on achète non plus, parce que en fait, est-ce que j'achète du specialty ou pas? N'importe qui peut dire qu'il fait du specialty. C'est quoi le specialty? Tout le monde n'est pas d'accord sur la définition. Ouais. Et donc tu vois, moi je vois, voilà, même ici en Belgique, le café de spécialité pour tous, tu vois. Alors déjà, ça me fout les boules parce que ça veut dire quoi? Et ça Hmm. sous-entend que le café de spécialité c'est un truc de snob, alors que c'est pas le cas en fait, selon moi. Mais donc, comment est-ce qu'en tant que consommateur, on sait aussi réellement ce qu'on achète? Parce que il y a des paquets maintenant qui sont très confusants, tu vois, même en Hmm. supermarché, qui jouent le jeu de l'étiquette, le nom d'une coopérative, différentes informations, et puis 15 labels dessus, et le même prix que le paquet de Douwegber à côté. Donc, Hmm. qu'est-ce que tu aurais, toi, comme conseil, mais très précis, en fait, en termes de packaging, à quoi il faut faire attention pour être sûr d'être dans le bon, et est-ce que c'est possible? Bah, je pense que déjà, on peut suivre tes cours. Non, je pense que ça dépend beaucoup de là où tu achètes ton café. Ouais. Si tu vas acheter ton café en supermarché, tu es dans le rouge. Enfin, c'est un peu évident. Soit tu fais le choix de te fournir. Enfin, tu sais, on va prendre un exemple un peu différent. Soit tu achètes ton fromage dans le rayon frais du supermarché, soit tu vas chez le fromager. Et ben en fait, pour le café, c'est la même chose. Si tu veux acheter du café en supermarché parce qu'il est pas cher et voilà, alors après tu vas te donner bonne conscience. Enfin, je veux pas dire ça parce que c'est pas Oui, que tu mais te donnes bonne bon, conscience, mais attends, tu Gabriel, mais, achètes. ok, mais Oui. attends, si je suis en supermarché et que je vois que le café vient du Kenya, qu'il a une belle note d'acidité, une note de cassis, et qu'en plus il est fair trade et bio, bah, en tant que consommateur, c'est facile de se dire que c'est un café génial, non? Bah ouais, mais après si tu l'aimes. Oui, mais est-ce que ça remplit vraiment, est-ce que des cafés comme ça, avec, en fait, j'ai envie d'aborder la question des labels, tu vois, mais est-ce que la question des labels, est-ce que les labels sont quelque chose qui est fiable, en fait, au niveau de l'industrie du café, Alors réellement? qu'est-ce que tu entends par fiable? Et puis il y a Ben, plein de labels, hein. est-ce que les chartes sont réellement appliquées? Est-ce qu'il y a du contrôle? Et puis, au final, pourquoi c'est les producteurs qui payent pour ces labels alors que c'est les consommateurs qui les demandent dans les pays où on consomme? Mhm. Donc, voilà, quelle est un peu ton opinion sur... Alors Les, euh, les producteurs payent pour être labellisés, les coopératives payent, les torréfacteurs payent, les importateurs et les exportateurs payent, tout le monde paye en fait. C'est comme ça que fonctionne le business model des labels, c'est que tout le monde paye dans la chaîne pour avoir le petit logo. Effectivement, c'est quelque chose qui est demandé par les producteurs, enfin par les consommateurs. Il y a aussi beaucoup de malentendus sur qu'est-ce que sont les labels. Je suis pas sûr que tout le monde sait la différence entre un fair trade et un bio, tu vois. Je suis pas certain de ça.
Euh, alors, par contre, les chartes sont appliquées, oui, il y a des contrôles à tous les niveaux aussi, par des agences. Bon, t'en as plein, Flowcert, enfin bon, t'en as plein. Et puis, tu as des labels qui sont plus ou moins à la mode aussi. Ça évolue. Et il faut savoir, par exemple, qu'au Mexique, comme les coûts de production sont assez élevés, le café mexicain conventionnel était pas assez compétitif, par exemple, avec le café guatémaltèque ou hondurien. Et donc, beaucoup de coopératives et exportateurs se sont dit, bah, on va se labelliser bio, on va se labelliser fair trade, parce que c'est aussi parce qu'il y a une demande pour ces cafés-là qu'on va pouvoir vendre ces cafés mexicains. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué de dire c'est bien ou c'est mal. Non, c'est trompeur, pas forcément, à partir du moment où tu sais à quoi correspond un label, tu vois. Mais il faut Par déjà être exemple, une sacrée coopérative pour pouvoir payer au niveau d'une station de lavage un label, par exemple. Tu vois, si tu me ouais, dis ouais, tous les bien sûr. producteurs au Mexique, ils ont leurs bénéficiaux, ou, etc., est-ce que ça veut dire c'est eux qui payent la labellisation et qui profitent de cette labellisation, ou c'est plutôt l'exportateur? Tu vois, En comment ça rentrant se dans une passe? coopérative, en fait, quand ils vont rentrer dans une coopérative, ils vont avoir un soutien financier pour être labellisé, pour être labellisé. Ok, La coopérative, parce qu'ils vendent en fait au nom de la coopérative, c'est comme ça que ça se passe en général. En ok. fait, ils vont vendre à la coopérative qui après va vendre à. Mais Et, oui, et, enfin c'est un coût, hein. Si tu veux, si tu écoutes tous les podcasts de la SIA, des producteurs qui expliquent à quel point c'est difficile de produire du café, en général, tu as souvent le thème du label qui revient hmm, parce que c'est très coûteux pour eux et puis tu en as qui font le choix de ne pas le faire. Et puis tu as aussi beaucoup de producteurs qui d'office, enfin de facto, ne font du bio par exemple, sauf qu'ils sont pas labellisés et ils n'ont pas envie de payer. ouais. Donc voilà. Aussi, c'est ça la relation de confiance que tu peux avoir entre un producteur qui, de fait du bio mais n'est pas labellisé et un torréfacteur qui va après faire le travail de promotion du café sans dire bah voilà, j'ai le petit logo bio, mais en fait ce café est vraiment bio et puis je vous raconte l'histoire qu'il y a derrière ce café, tu vois. C'est aussi pour ça que euh, toi tu parles vraiment des, ouais, des faits, des labels, du cours boursier, etc. Mais moi, je pense qu'il y a aussi une dimension humaine qui est très importante dans cette industrie, même si euh, on peut penser qu'il n'y en a pas, parce que on part d'un truc qui est très artisanal, un producteur qui est dans sa montagne, un container qui traverse l'océan Atlantique. Et après un torréfacteur très gros, etc. Mais tu as aussi des relations humaines dans cette industrie qui sont importantes. Et je pense que plus on avance dans le temps et plus on avance avec la crise, dans la crise de cette industrie, plus on se rend compte que c'est important euh, de créer ces synergies-là en fait entre les différents acteurs. Ben, je suis d'accord avec toi. Enfin, j'essaie d'imaginer, mais moi, ce qui me gêne toujours, c'est que si je compare un peu l'industrie du café avec l'industrie du vin, il y a quand Mhm. même un paradigme qui est très différent. C'est que les producteurs sont toujours soumis à la demande des acheteurs, alors que dans le vin, par exemple, les producteurs, ils arrivent avec un produit, et en fait, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est eux qui donnent le ton sur ce qu'ils vendent. Alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est plutôt les producteurs, ben, ils cultivent ça, et puis ils essaient tant bien que mal. De tirer un max de profit sur des demandes et de naviguer là-dedans sans vraiment s'en sortir. Et qu'on essaie tant bien que mal de patcher des trucs différents pour voilà, créer un peu de valeur ajoutée, mais sans vraiment y arriver. Alors que les producteurs qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui, comme dans le vin, en fait, produisent des lots exceptionnels et arrivent sur le marché avec des qualités que les gens s'arrachent et pas simplement essayer de vendre un truc pour répondre à la demande, j'ai presque envie de dire des grands méchants acheteurs en Mhm. schématisant, mais c'est un peu le ressenti que j'ai sans avoir une expertise vraiment étendue dans les pays de producteurs. Mais Mais non, mais oui, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Mais tu peux prendre ça pour quelqu'un qui produit des pommes de terre, par exemple, en Picardie, en France. Soit il produit des pommes de terre lambda et puis euh, il vend ses pommes de terre à qui veut bien l'acheter, ou alors il va produire des pommes de terre label rouge et en fait ces pommes de terre elles vont être vendues à la grande épicerie du bon marché à Paris, tu vois. mm, C'est aussi des choix stratégiques. Mais là tu touches un point qui est intéressant, c'est est-ce que quelqu'un qui a une ferme qui produit du café, qui a une basse altitude avec des mauvaises variétés, doit s'obstiner à produire du café, tu vois. C'est aussi ça la question. mm.
Ouais. tu vois. Mm. Donc, je n'ai pas de réponse parce que ce que tu dis est vrai. Mais Ok. je- tu vois, enfin, je veux dire, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Attends, parce que j'ai la batterie de mes AirPods qui est occupée à partir et je voudrais quand même bien qu'on ait encore 5-10 minutes. Donc, si tu me Vas-y. permets, je vais juste les sortir et mettre mes autres écouteurs que j'ai sous la main. Donc, je continue à parler. Je ne sais pas si tu m'entends et je passe sans transition à ceci C'est bon. en espérant. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, voilà, moi j'ai un écho. Ah non, c'est parfait. Ok. Ok. Voilà, pardon pour ce petit changement. Euh, ok, peut-être qu'on peut aller un petit peu dans des questions un peu plus fun. J'ai pas le quiz Ouais, que je mettais à la fin, mais j'ai quand même envie de te demander, c'est quoi pour toi le meilleur café du monde? c'est le café que t'aimes. Ah, c'est aussi ma réponse. Euh, Non, mais c'est vrai, c'est hyper important. C'est hyper important parce que après, moi, enfin, je t'avais dit, moi, je buvais pas de café il y a 5 ans. Quand je suis parti travailler au Mexique, je buvais pas de café et j'aurais détesté qu'on me dise, non, c'est ça le bon café. Eh ben non, en fait, c'est juste que j'ai goûté plein de café parce que j'étais obligé, je travaillais là-dedans. Et puis au bout d'un moment, je me suis fait un palais et j'ai compris ce que j'aimais. Et quand je me suis certifié Q-Grader, j'ai découvert des cafés que j'avais jamais goûté avant parce que au Mexique on importe très peu de cafés étrangers et j'ai découvert le café au Mexique et là j'ai découvert les cafés africains par exemple et donc c'est euh, le café que j'aime, c'est le meilleur café du monde et si le meilleur café pour toi c'est du Nescafé, bah c'est ton café quoi. Pas de y a pas On n'est pas des nazis du goût quoi. non, 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 c'est sûr, c'est sûr. On n'est pas en compétition non plus en permanence, mais non, moi je suis d'accord avec toi. Le café qui fait plaisir, c'est le problème des gens qui viennent à mes cours, c'est qu'ils n'arrivent plus à boire ce qu'ils buvaient avant. Donc Mais ça, c'est normal. on Mais passe ça, vite c'est à autre normal parce chose. que, bah ouais. Mais c'est bien aussi. Mais c'est juste que si t'as pas la curiosité, c'est pas grave. Non, 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 c'est pas grave. Tu mets du sucre. Et puis voilà. Non, bon, on va gentiment arriver au terme parce que ça fait déjà l'air de rien pratiquement 1 heure qu'on papote. Mais est-ce que tu Ok. peux peut-être nous parler de l'actualité de Mojo? Qu'est-ce qui se passe? Salut Véro, pardon, je fais une petite digression. Euh, il y a des ouais, des petites digressions. Parle-nous peut-être un petit peu de l'actualité de Mojo. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on peut te trouver? Pourquoi? Voilà. Alors, vous pouvez me trouver sur Insta. C'est mojo.io. Alors, je te dis quoi, le business où on en est? Bah, alors là, on est en train de signer des contrats avec des restaurants étoilés en France, donc on est très content parce que on donne de la visibilité aux torréfacteurs belges qu'on adore et qui font un super boulot et qui font confiance à Mojo depuis le début, alors qu'il n'y avait rien. Et donc c'est trop cool parce qu'en fait les gens qui sont abonnés à Mojo reçoivent aujourd'hui le café qui est bu dans les restaurants étoilés. Donc Hmm. ça c'est top. On va travailler avec les restaurants pour faire tout ce qui est accord dessert et café. Donc il y a vraiment des super perspectives autour du goût. Donc ça c'est chouette. Et puis, euh, sinon, bah, écoute, on se développe. On a d'autres torréfacteurs qui veulent se joindre sur la plateforme. Donc, on va voir parce qu'on veut surtout fortifier notre base initiale. Et comme on est avec du café saisonnier, en fait, on a déjà une soixantaine de cafés qui tournent. Donc, donc voilà. Et puis, non, non, on se développe gentiment et c'est cool parce que les gens sont super contents de découvrir du café. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que une grande majorité des clients ne sont pas des citadins, ce sont des gens qui habitent à la campagne et donc qui n'ont pas forcément accès au coffee bar ou à tout cet écosystème un peu snob entre guillemets du café. Et en fait, ils reçoivent chez eux tous les mois des cafés différents avec la possibilité de joindre le customer support de Mojo s'ils ont des questions, si voilà. Donc non, on est super content. On est une belle communauté qui est en train de grossir, donc c'est très cool. Cool.
Ok, ça marche. Je sais pas si j'ai répondu à ta Si, question. c'est très bien. Ok, bah écoute, je propose qu'on finisse aujourd'hui sur cette belle note, mais on se retrouve la semaine prochaine, du coup avec Chad. Si tu peux Yes. peut-être présenter vite fait qui c'est, enfin il se présentera lui-même après, mais Ouais, alors bah, Chad, c'est quelqu'un qui a une expérience de malade dans l'industrie du café. Euh, j'ai pas sa bio sous les yeux, mais il a surtout, il il a fait baroudé surtout dans le en café aux États-Unis et dans les pays producteurs, on va dire ça. Voilà, et puis il a surtout créé quelque chose de... Enfin, c'est une première mondiale, en fait, ça n'a jamais été fait avant. Le guide de la transparence du prix du café en créant un écosystème autour de ce projet-là, des exportateurs, des importateurs, des torréfacteurs, des producteurs pour justement essayer de donner beaucoup plus de transparence au café de spécialité, au niveau du prix, et en soutenant plein de projets en origine. C'est quelqu'un qui a, je pense, une super bonne vibe dans le monde du café et il va nous parler sans filtre. Il sera peut-être beaucoup plus clair que moi, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un de trop cool et c'est chouette de pouvoir parler avec lui et voilà. Trop bien. Chouette. Bah écoute, merci en tout cas pour ce petit échange et puis bah, on se Bah, retrouve merci à toi pour l'invitation. bah, avec plaisir et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour co-animer, co-hoster ce petit échange avec Chad. Yes. Ok, bah écoute, bonne soirée. Salut. À plus. Ciao. Ciao. Alors, où est-ce que je coupe ça aussi? Ah oui, ben voilà. Ben donc merci pour ceux qui sont encore là d'avoir suivi. Et donc pour rappel, moi aussi j'ai de l'actu puisqu'il y a toujours les cours et les tours qui sont là. Mais j'ai mis en place un pairing fromage café avec la fruitière qui aura lieu le 14 mai et les dates vont être publiées là à l'occasion d'un article qui sort dans le Vif. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine sur le café et le fromage. Et puis je suis aussi occupé à travailler sur un pairing pâtisserie et café, ce qui est un très bon mariage avec Cocoa. Et ça, on vous en dira plus probablement pour le mois de juin. Donc voilà, ben, à la semaine prochaine, j'espère. Et puis bonne soirée. Ciao.